Et tout le monde, Amazon Prime Day est de retour. Les 13 et 14 octobre, bénéficiez de 2 jours pour économiser gros sur tout ce que vous aimez. 2 jours pour magasiner votre robot culinaire, pour trouver une nouvelle robe pour maman, pour prendre de l'avance sur vos achats des fêtes. Pour vous, votre famille ou Fido, vous avez 2 jours de solde sur l'électronique et les articles de maison, de cuisine, de mode et des cadeaux. À tous les membres Prime, ne manquez pas Amazon Prime Day, les 13 et 14 octobre. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, je sais que tu veux parler de Donald Trump, mais juste avant, j'avais un peu plus tôt dans l'émission l'historien Louis Fournier, que tu connais bien, historien, journaliste, il vient de publier La vraie histoire de la crise d'octobre. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que le FLQ, finalement, fait mal au mouvement souverainiste et nous aurait coûté même le premier référendum, la victoire du premier référendum? Il dit ça, c'est la thèse de ton ami Mathieu Bock-Côté. Mais lui, il dit, les gens ont voté non. Il dit, c'est plate, là, mais il dit, les gens ont voté non en 80, pas à cause du FLQ. Il dit, ils ont voté non parce qu'ils n'embarquent pas dans le projet souverainiste. Il dit, moi, je trouve ça bien plate, je suis un souverainiste, mais qu'est-ce que tu veux? Le peuple veut rien savoir, puis c'est le seul peuple qu'on a, puis il va falloir arrêter de dire c'est de la faute au FLQ, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. T'en penses quoi? Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, là. C'est-à-dire que c'est pas la faute à l'un ou à l'autre, mais le fait est que le nationalisme québécois des années 60 est sur une poussée d'affirmation, d'émancipation assez remarquable, que la théorie felkiste, qui consiste à dire que tout est bloqué, c'est la thèse des felkistes. Les felkistes justifient leur action en disant tout est bloqué, c'est le blocage, c'est le blocage. Mais quand on regarde l'histoire par l'autre pan, c'est la Révolution tranquille, c'est le maître chez nous de Lesage, c'est égalité ou indépendance de Johnson, c'est le Vive le Québec libre du général de Gaulle, c'est la création d'un grand parti souverainiste avec le Parti québécois. Donc, le fait est que le Québec était en mouvement. Ensuite, le FLQ, en décidant de faire une révolution de pied nickelé, c'est-à-dire une révolution de bras cassés, c'est le terrorisme amateur, appelons ça comme ça, le terrorisme artisanal et amateur, et bien, en décidant de jouer à ça, en croyant qu'on va provoquer je ne sais quel soulèvement, sans tenir compte du fait que l'État fédéral va évidemment en profiter pour frapper violemment bien au-delà du FLQ, pour casser les reins du mouvement national québécois, pour faire l'occupation militaire du Québec, pour faire une forme à ce point-là de terreur d'État pour traumatiser vraiment la population. Si M. Fournier, dont par ailleurs j'ai de l'estime pour ses travaux, mais si M. Fournier croit que l'effet traumatique de l'armée fédérale qui occupe le Québec est sans effet, s'il croit qu'une société qui était habituée quand même à la psychologie coloniale, une société à laquelle c'est pas compliqué faire peur aux Québécois, s'il pense que le fait que l'armée soit venue chez nous ensuite pour casser tout de suite ce mouvement assez violemment, c'est le moins qu'on puisse dire, puis que ça n'a pas laissé une trace dans la conscience collective, s'il pense que le FLQ n'a pas laissé une tâche fondamentalement dans l'histoire du nationalisme québécois, alors nous ne partageons pas la même analyse. Je dis pas que moi je dis pas c'est à cause du FLQ qu'on n'est pas indépendant. Je dis que la crise d'octobre a donné une inflexion à notre histoire, elle a dévié son cours de manière négative fondamentalement. Il y a plein d'autres facteurs qui expliquent ça, mais la crise d'octobre qui est aujourd'hui présenté comme une forme de vernis révolutionnaire, de romantisme révolutionnaire après coup. En fait, c'est la mémoire du FLQ qui a ce rôle-là dans notre conscience collective. Moi, personnellement, je crois que ça nous a fait reculer. Ça nous a pas juste seulement pas bloqué, ça nous a fait reculer. Alors, ensuite, on saura jamais. Mais moi, ça fait partie, c'est une hypothèse que j'avance, qu'elle nous a véritablement, elle a entravé le mouvement, l'élan dans notre histoire. Et parlant de romantisme révolutionnaire, hier, Denise Bombardier a interviewé Louise Langteau, ex-felkiste, et elle voulait parler aux jeunes. Elle disait, écoutez, évitez les pièges, évitez les écueils de la radicalisation. J'ai été jeune, je me suis radicalisé, j'ai fait partie du FLQ. C'était une erreur monumentale. C'était une faute morale grave. J'aurais jamais dû faire ça. Maintenant, je vois qu'on a un système démocratique. On est chanceux de vivre en démocratie. Et si vous voulez changer la société, passez par le processus démocratique. C'est quand même important d'entendre ça de la bouche d'une ex-felkiste. Oui, absolument. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut, si on se décentre de la situation québécoise, est-ce que la violence accouche, est la grande accoucheuse de l'histoire, selon la formule? Entre autres, il n'y a pas de doute là-dessus. La violence joue un rôle dans l'histoire,
puis elle peut amener des changements, entre guillemets, qui historiquement, après coup, sont vus positivement. Qu'on pense à la Révolution américaine, à l'indépendance irlandaise, la Révolution française. Donc, si on regarde ça à très, très, très haute distance, mais tout le génie des sociétés démocratiques, me semble-t-il, consiste à tabouiser la violence. À dire qu'elle ne sera plus nécessaire pour faire évoluer nos sociétés, qui ne seront plus dans une situation de guerre civile permanente parce qu'on remplace l'affrontement irréductible par la discussion des points de vue. Et de ce point de vue-là, les sociétés démocratiques, c'est à mon avis, on doit tenir à ce tabou-là. C'est-à-dire que la violence peut être efficace dans certains moments de l'histoire. L'histoire l'a confirmé, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que la démocratie nous dit elle est illégitime, elle ne tient pas, elle n'est pas acceptable parce que c'est la délibération et nul homme n'a le droit de prendre la vie d'un autre homme. Nul homme n'est en droit de provoquer la mort d'un autre. Nul droit ne peut confisquer la vie d'un homme. Ça, me semble-t-il que nos sociétés ont constitué ce tabou-là qui est le tabou le plus précieux qui soit parce que c'est celui qui crée une digue pour contenir les passions violentes qui habitent le cœur de l'homme. Et ça, je crois que c'est un héritage fondamental que je constate qu'aujourd'hui, soit dit en passant, est remis en question. Ça, c'est une chose qu'on doit noter. Les sociétés démocratiques, moi, j'ai de plus en plus peur que ce que j'ai appelé la démocratie apaisée ne soit qu'une parenthèse quelque part dans la deuxième moitié du 20e siècle en Occident, que globalement, la tentation de la violence habite le cœur de l'homme, qu'elle remonte à la surface aujourd'hui, que les digues qui la contenaient soient en train de s'effondrer, et ça prend quelquefois le visage de l'émeute. Je crains que demain, après-demain, après-demain, quand sais-je, ça retrouve le visage de la violence politique directe. Ça, moi, je pense que c'est quelque chose on doit réfléchir à ça maintenant et pas une fois que ça va être enclenché. D'ailleurs, il y a des gens qui ils souhaitent, puis ils se cachent même pas, là, ils souhaitent ouvertement la mort de Donald Trump. Ouais, alors ça, je voulais t'en parler aujourd'hui, parce que moi, ça me fascine. C'est-à-dire que Donald Trump soit un président exécrable, que ce soit un homme politique avec qui on est fondamentalement en désaccord sur tout. Je pense qu'on est très nombreux à avoir un désaccord très profond avec le président des États-Unis et à considérer que sa présidence ne soit pas des pages heureuses dans l'histoire américaine. Très bien. Mais là, en ce moment, moi, ce qui me fascine, c'est l'expression décomplexée ou à tout le moins, ou à peine maquillée du désir de mort. On peut lire ici et là des gens qui vont nous dire j'aurais envie qu'il crève. S'il crève, c'est pas grave. S'il meurt, bon débarras. Et là, ça me fascine de voir que très ouvertement, une partie aujourd'hui du monde occidental, à cause des réseaux sociaux qui permettent à chacun de dévoiler la pire part de son âme, permettent aujourd'hui, on assiste à des millions de personnes souhaitent en direct la mort d'un homme aujourd'hui parce qu'ils n'aiment pas sa vision politique, parce qu'ils n'aiment pas. Alors, comme je l'aurais dit, critiquer Trump, dire que c'est un mauvais président, souhaiter qu'il soit battu de manière très vive, tout ça va de soi, il n'y a pas de souci. Ça fait partie de la vie politique de souhaiter la défaite définitive d'un adversaire. Mais souhaiter ouvertement la mort d'un homme, c'est presque soit de manière expiatoire, soit simplement sur le mode du bouc émissaire, soit simplement aussi parce qu'on ne peut tellement pas tolérer ce qu'il représente qu'on en vient à souhaiter sa disparition. Ça, je trouve qu'on bascule symboliquement dans un autre univers. Puis, sur ce point-là en particulier, ça me paraît... Quand on hitlérise quelqu'un, quand on est toujours convaincu d'avoir devant soi le diable incarné, eh bien, tôt ou tard, si on est vraiment devant Hitler, la solution, c'est le tyrannicide. Ça, c'est une vieille question en philosophie politique, c'est-à-dire le tyrannicide. À quel moment est-il permis de tuer le tyran? Bon, ça, c'est la question de la violence. Bon. Là, est-ce qu'on confie au microbe une fonction tyrannicide? Est-ce qu'on confie au coronavirus une fonction tyrannicide? Est-ce qu'il est permis aujourd'hui de souhaiter sa mort? Si tel est le cas, il faut juste qu'on sache qu'on vient de basculer dans un autre univers mental, que le souhait de la mort d'un homme est désormais autorisé. Il suffit simplement qu'il ait du pouvoir et qu'on soit fondamentalement en désaccord avec lui. Et c'est surtout rien comprendre à la situation actuelle parce que le Trumpisme dépasse de loin Donald Trump. Et si tu te débarrasses physiquement de Donald Trump ou même si tu votes contre lui, ce qu'il représente et les idées qu'il représente à tort ou à raison vont continuer de vivre malgré lui, là. Il va falloir s'habituer, comme on vit avec la COVID, il va falloir s'habituer à vivre avec le Trumpisme. Avec cette singularité que le Trumpisme, c'est l'expression
de gens qui, si on décide d'en faire un virus, alors là, on peine à le comprendre. Moi, ce qui me fascine, en fait, c'est que depuis 4 ans, on a tout fait pour ne pas comprendre pourquoi il est devenu président. Oui. Donc là, on s'est dit c'est la faute des Russes. Comme autrefois, on aurait dit c'est la faute des communistes. On a dit c'est parce qu'il est très, très, très méchant. On s'est dit parce qu'il a réussi à truquer à sa manière les élections, parce qu'il y a eu moins de votes que Clinton. On a chacun, on a aussi voulu abolir son élection. En temps, finalement, il n'a pas eu lieu. On va l'impeacher, hein, on va faire l'impeachment, puis là, ça va être la parenthèse sera fermée. Ça n'aura jamais eu lieu. Et depuis 4 ans, on travaille très fort à ne pas comprendre ce qui s'est passé. Depuis 4 ans, on travaille très fort à ne pas comprendre que demain, là, même s'il est battu, comme il risque d'être battu, des millions d'Américains, des dizaines de millions d'Américains vont voter pour lui. Alors là, il va falloir qu'on cherche à comprendre, me semble-t-il, pourquoi une partie de nos sociétés trouve désormais dans ce populisme revendiqué une forme légitime d'expression de son désarroi, de sa colère, ou même simplement de sa vision politique. Et si on décide de considérer que c'est inintelligible absolument. On peut rien y comprendre. C'est la folie, la déraison et le mal. Eh bien, il se peut que notre démocratie est mal. Parce que si on n'est pas capable de comprendre l'existence de l'autre camp, si on n'est pas capable de reconnaître la légitimité, à tout le moins, des aspirations qu'il exprime, ou à tout le moins la légitimité des sentiments à l'origine de ces aspirations-là, on se condamne à ne rien voir, complètement. Et à rentrer dans une logique de guerre. Et c'est ce que Hillary Clinton disait, là, c'est des caves, des deplorables, ce qu'elle disait, là. C'est des caves, là, qui ont voté pour Trump. C'est des ignorants. Pas vrai? Oui, puis ça, pour moi, quand on décide de faire ce coup-là du basket of deplorables, quand on décide, autrement dit, de diaboliser l'électorat, on rentre dans une très, très mauvaise stratégie. On peut dire le plus grand mal du chef, donc c'est comme ça, ou de ses conseillers, même à la rigueur de ses militants s'il le faut, et quand on décide d'embarquer tous les électeurs, là, oh là là, ça, on rentre dans quelque chose d'autre. Donc ça fait 4 ans qu'on fait tout pour ne pas comprendre ce qui se passe avec Trump, ou alors qu'on décide de ressortir des interprétations usées. Il faut toujours voir le retour du fascisme. Ça, c'est fascinant. Dès que quelque chose nous déplaît en démocratie, on décide que c'est le fascisme. C'est toujours ça témoigne de ce point de vue, d'ailleurs, d'une forme de culture historique diminuée, parce que la seule figure du dérèglement politique qu'on a en tête, c'est le fascisme. Et là, on a de la difficulté à chercher à comprendre pourquoi, aujourd'hui, une partie des Américains se sont tournés vers lui et ont cru voir dans ce qu'il disait une parole de redressement. Et là, je le redis, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tout critiquer ça très sévèrement. Ça veut tout simplement dire qu'on doit chercher à comprendre les motivations des électeurs et globalement, on doit essayer, me semble-t-il, de ne pas souhaiter la mort d'un homme publiquement, ou à tout le moins, si c'est tellement fort que ça nous brûle le cœur, on devrait se garder une petite gêne et pas se sentir le besoin de l'écrire en chronique ou dans un statut Facebook. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu Bock-Côté. Amazon Prime Day est de retour. Les 13 et 14 octobre, bénéficiez de 2 jours pour économiser gros sur tout ce que vous aimez. 2 jours pour magasiner votre robot culinaire, pour trouver une nouvelle robe pour maman, pour prendre de l'avance sur vos achats des fêtes. Pour vous, votre famille ou Fido, vous avez 2 jours de solde sur l'électronique et les articles de maison, de cuisine, de mode et des cadeaux. À tous les membres Prime, ne manquez pas Amazon Prime Day, les 13 et 14 octobre. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, le PQ a déposé une motion demandant au gouvernement fédéral de présenter ses excuses pour les arrestations arbitraires qui ont été effectuées lors de la crise d'octobre. On sait 497 personnes qui ont été arrêtées, sans parler de 36 000 perquisitions. C'est énorme. Madame Dominique Anglade, chef du PLQ, a dit non. Moi, j'accepte pas cette motion-là, mais on s'en vient avec notre motion. Vous allez voir ça, là. Le Parti libéral va déposer sa motion. Alors, la motion qu'elle a déposée, c'est qu'elle demande des excuses de la part du gouvernement fédéral, de la part du gouvernement provincial et de la part de l'administration municipale. Coudon, Mathieu Bock-Côté, c'est juste si elle t'a pas demandé de t'excuser toi aussi, là. Et je le ferais bien, mais là, je pense pas avoir fait quelque chose. Hein? Vous n'êtes pas coupable cette fois-là. Vous êtes coupable de bien des choses, mais pas de ça. Mais non, franchement, c'est une manœuvre grossière, c'est une manœuvre idéologique. L'objectif des libéraux, c'est clair, c'est, dans les circonstances, de diluer la responsabilité du gouvernement fédéral pour faire de la crise d'octobre un simple problème de respect des libertés civiles. Donc, ce n'est plus une occupation militaire du Québec par le Canada, ce n'est plus un rappel de la domination
nationale et même coloniale à certains égards, on aurait pu dire, qui pesait sur le Québec dans le Canada. Ce n'est plus une manière de mater une province que l'on croyait rebelle et dissidente. Non, c'est une pure question de liberté civique où la responsabilité des fédéraux, c'est une parmi d'autres, et ne nous attardons pas exagérément sur ça. Moi, ça me fascine. Autrement dit, nos libéraux cherchent en ce moment à proposer leur propre lecture de la crise d'octobre pour déresponsabiliser les fédéraux. Et dans cela, moi, je redoute une chose, parce que j'entends ici et là les conversations dans les partis politiques nationalistes. J'espère que les partis nationalistes ne vont pas se laisser, comme on disait autrefois, enfiroiper par ça. J'espère qu'ils ne vont pas se laisser prendre au piège. J'espère qu'ils ne vont pas eux-mêmes céder devant ce qu'ils croient être une condamnation plus générale. J'espère qu'ils ne vont pas se laisser piéger. Mais connaissant les nationalistes et les souverainistes québécois, ils sont remarquables pour s'auto-pelure de bananiser, comme disait Jacques Parizeau. Je redoute que nos souverainistes eux-mêmes en viennent à endosser plutôt nos nationalistes, une interprétation de la crise d'octobre qui se retournerait contre le Québec. Ils en sont capables. On va voir ça aujourd'hui. Bon, je me fais l'avocat du diable pour les fins de la conversation, OK? Replaçons-nous en 1970. Il y a des gens qui disent que ça faisait l'affaire de Robert Bourassa, justement, d'associer, de faire ces descentes-là et d'associer le FLQ au PQ. Et il y a des gens qui disent que ça faisait fort bien l'affaire de Jean Drapeau parce que les gens qui se présentaient contre Jean Drapeau, le parti du FRAPP, ont aussi été arrêtés. Donc, Drapeau, ça lui permettait aussi de se débarrasser de ses adversaires politiques. Donc, d'où la demande d'excuses de ces deux niveaux de gouvernement. Ouais, ça, c'est ce qu'on a. Alors, je comprends la formule d'avocat du diable et la formule est bonne dans la mesure où on relève en ce moment de contorsions olympiques pour chercher à comprendre le sens de cette motion. Dire que les gens en politique trouvent leur intérêt au fil des circonstances, c'est une chose. Mais qui, en dernière instance, a décidé d'envoyer l'armée, de multiplier les arrestations arbitraires, d'en profiter pour arrêter des poètes souverainistes, des poètes tout simplement, des professeurs, etc. Qui a décidé ça? C'est les fédéraux qui savaient au même moment, faut le rappeler, qui savait que les FLQ, c'était pas 3000 révolutionnaires armés jusqu'aux dents, le couteau entre les dents et prêts à frapper et à attaquer avec une base, une guérilla dans les Laurentides, pour prendre le maquis en janvier probablement. Alors non, les fédéraux savaient que le FLQ, c'était un terroriste de pied nickelé, c'est un terroriste d'amateur, c'est un terrorisme un peu artisanal et provincial. Et là, mais qui ont décidé de faire à croire qu'on était devant une version sur les stéroïdes de l'IRA pour être capable de s'emparer du Québec. Non, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais est-ce que pour ceux qui connaissent pas tous les détails de l'histoire, est-ce qu'ils ont envoyé l'armée à la demande du gouvernement provincial qui était débordé? Alors ça, c'est la vieille thèse de Marc Lalonde. C'est la vieille thèse de Marc Lalonde, si je ne me trompe pas, j'espère ne pas me tromper en le disant. C'est plus largement une thèse qui circule, mais qui est discutée, c'est le moins qu'on puisse dire chez nos historiens. Ce qu'on comprend aussi, tout ça reste à éclairer, c'est on comprend que les fédéraux préféraient quand même que l'invitation vienne de Québec, parce que pour maquiller le crime, disons ça comme ça, pour dissimuler. Alors tout ça reste à éclairer par le travail des historiens, mais ce qui est certain, c'est une chose qui est certaine, c'est quand les fédéraux décident d'agir, quelle qu'en soit l'origine supposée de la demande, c'est qu'eux ont les informations, eux savent déjà l'état des troupes, eux savent quel est le danger felkiste réel, et eux décident d'agir quand même avec toute la violence étatique dont ils sont capables. Alors là, moi, devant cela, je dis, nous sommes devant que les fédéraux fassent ça, c'est leur travail. Ça serait surprenant qu'un État fédéral se laisse démembrer et n'utilise pas tous les moyens possibles et imaginables pour être capable de maintenir son intégrité. Mais ce qui est agaçant, c'est que la succursale provinciale du PLC, qui est le PLQ, le parti des vassaux provinciaux, le Liberal Party of Quebec, décide aujourd'hui de normaliser cette lecture qui déresponsabilise des fédéraux. Pire encore, il en fait la promotion au sein même de l'Assemblée nationale. Mais ce qui serait pire, je me permets de le redire, parce que je vois ça venir comme un autobus avec ses lumières dans la nuit. Je vois venir des nationalistes québécois qui vont vouloir faire les malins, puis qui vont finalement embrasser ça. Tu sais, les nationalistes québécois, c'est quand même eux qui, aux dernières élections, ont rendu possible le débat bilingue au Québec. Faut pas l'oublier. Un débat en français, un débat en anglais, même si le Québec officiellement est français. Les nationalistes québécois, c'est quand même eux qui ont endossé cette espèce
de nationalisme sans substance, qui était le nationalisme dit civique après le référendum de 95, où on faisait disparaître la culture, la langue et la mémoire pour s'auto-trudeauiser. Les nationalistes québécois, c'est eux qui sont spécialistes généralement dans l'art de nous faire régresser en se prenant pour des sauveurs de la patrie. J'espère que sur ce coup-là, ils vont se garder une petite gêne. Dieu sait qu'en matière de nationalisme, je suis du camp du nationalisme québécois, mais la capacité d'autodestruction des nationalistes est remarquable. Non, mais c'est surtout, prudent pour une fois. C'est surtout de s'excuser d'être nationaliste. C'est vrai quand même. Là, on va montrer qu'on est fin. On va s'excuser nous autres aussi. Écoute, moi, Philippe Couillard fait fuir les francophones du PLQ, les envoyer littéralement dans les bras de la CAQ. Le PLQ, après ça, est devenu, parce qu'à force de traiter les Québécois de racistes, d'intolérants, Couillard, à force de vider, de s'énerver dès qu'on parlait d'identité et tout ça, les Québécois ne se reconnaissaient plus, les Québécois francophones ne se reconnaissaient plus dans le Parti libéral du Québec, l'ont déserté. Bon, la mission première de Dominique Anglade, lorsqu'il est devenu chef, c'était de ramener les francophones au sein de son parti. C'est pas comme ça qu'on va faire ça. Ouais, ben ça, sur le plan politique, mais elle joue bien ses cartes, parce que plutôt que d'aller sur le terrain du nationalisme québécois, elle cherche à amener ses adversaires sur le terrain du fédéralisme inconditionnel. Donc, plutôt que de faire un geste vers les francophones, elle cherche à neutraliser, finalement, le nationalisme québécois dans une espèce de piège conceptuel, piège rhétorique. Et donc ça, on peut dire qu'elle est offensive, Dominique Anglade. Puis là-dessus, je pense que les nationalistes devraient s'en rendre compte. On est devant une femme politique brillante, une femme politique intelligente, mais on est aussi devant une fédéraliste inconditionnelle qui ne fera pas de concessions, sauf rhétorique circonstancielle, aux nationalistes québécois. Mais c'est encore la politique de la carpette devant Ottawa que Philippe Couillard, on le disait tout le temps, Philippe Couillard a été le premier ministre le plus fédéraliste du Québec. Peuvent faire d'autres. Soyons lucides et méchants tout à la fois, les deux, ça se recoupe souvent. Quand les libéraux, au début des années 90, nous avaient dit, avec Meach, en 90, Meach, c'est les conditions minimales d'adhésion au Canada. Si on n'a pas ça, ça veut dire que le Canada est inacceptable. Le Canada a dit non. Ils ont dit jamais. Ils ont décidé, on ferme la Constitution, puis les libéraux ont décidé de se coucher. Ils sont devenus ce que Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale, appelle des inconditionnels du fédéralisme sans seuil de rupture. Donc, fondamentalement, maintenant, peu importe ce que fera Ottawa, quelles que soient les circonstances, le rôle des libéraux au Québec, c'est de toujours nous expliquer que finalement, c'est pas trop grave. C'est la dédramatisation des pertes. C'est expliquer que peu importe ce qu'on nous fera, c'est toujours mieux de rester dans le Canada que de faire l'indépendance du Québec. Peu importe ce qu'on nous fera, faut toujours rester dans la fédération. C'est leur fonction, c'est leur rôle. C'est un relais de ce qu'on appellerait en d'autres temps une forme de domestication du Québec au Canada. Et c'est des vieilles élites coloniales, finalement, en quelque sorte. Ne soyons pas surpris, ils font leur travail, que les nationalistes fassent le leur. Mais bon, au lendemain de la défaite de Meach, on se souvient, moi j'avais eu des frissons en entendant ce discours-là de Robert Bourassa qui disait, à partir d'aujourd'hui, le Québec sera toujours libre de son destin. Bon, il faut que le Parti libéral renoue avec ce Robert Bourassa-là. Oui, sauf que ce Robert Bourassa-là, quelques jours plus tard, comme nous l'a appris Jean-François Lisée dans Le Tricheur et le Naufrageur, téléphone au premier ministre du Canada anglais en disant, là, dans les prochains instants, je vais faire des déclarations bien nationalistes, presque souverainistes. Prenez pas ça au sérieux. C'est simplement pour accompagner la vague du nationalisme québécois pour mieux la faire redescendre. Donc, au même moment où il bombait le torse, Robert Bourassa, au même moment, il expliquait que tout ça était pure illusion à ses partenaires du Canada anglais. Puis, dans les mois qui ont suivi, Robert Bourassa a quand même soutenu Charlottetown, qui était un Meach moins, alors qu'il nous avait expliqué que Meach était le minimum vital. Robert Bourassa en est venu à qualifier, lui qui faisait un flirt avec les souverainistes, est venu à parler des saltimbanques séparatistes, on s'en souvient. Donc quand on voit ça aller, Robert Bourassa, c'était un homme brillant, sans le moindre doute, mais un homme qui était, moi je crois que Bourassa était fondamentalement non pas contre l'indépendance intellectuellement, mais viscéralement effrayé
par la souveraineté, puis il a décidé de gaspiller un capital politique exceptionnel, on pourrait dire que 30 ans plus tard, les libéraux ont assumé les conséquences de l'aplatissement bourrassiste. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, notre job, nous, c'est de faire en sorte que le Québec soit dans le Canada à tout prix, et il faut le faire accepter par les Québécois. Il faut montrer que la légitimité est toujours du côté d'Ottawa plutôt que du Québec. On veut être les administrateurs tranquilles d'une province domestiquée, mais on ne se prend pas pour la relève d'un gouvernement national. On en voit le résultat. Maintenant, ils veulent même nous faire accepter la vision d'Ottawa de la crise d'octobre. Écoute, en terminant, là, je me dois de te parler du refus du Québec d'utiliser l'application de traçage du fédéral. Pendant 2 mois, on nous a dit non, on va faire notre propre application de traçage. Et finalement, on a jeté ça aux poubelles, puis on a dit OK, on va utiliser celle du fédéral. En parlant de nationalisme, Mathieu Bock, c'était pas du nationalisme mal placé. On est en période de pandémie. Le fédéral avait une application. My God, tu te pinces le nez puis tu l'utilises. Là. Who cares que ce soit Made in Canada, Made in Québec, là? Ben moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'évolution du discours des autorités, c'est-à-dire, moi, je suis du point de vue des mesures sanitaires, moi, je pense qu'elles sont nécessaires, qu'il faut qu'on les prenne très bien, mais quand on dit pas de masque, quand on dit les restaurants, c'est pas un danger, puis on finit par les fermer. Quand on dit pas d'application, finalement, on dit application, faut qu'on soit pas surpris si le commun des mortels finissent à se dire, mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent en haut, puis que ça développe une forme de scepticisme par rapport aux mesures sanitaires. Moi, je suis pas du tout dans le camp des conspirationnistes ou ces niaiseries-là. Je pense que la plupart des mesures sont nécessaires, bien que je les trouve trop excessives en ce moment, mais ils ne cèdent pas en envoyant sans cesse des messages contradictoires. T'as tellement raison. Tu sais, quand ils ont fermé les théâtres et les bibliothèques, et ils ont dit, mais pas les gyms, parce que les gyms, c'est pas un lieu de socialisation, puis une semaine après, ils ferment les gyms, puis tu dis, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la semaine pour qu'ils les ferment? Finalement, tu sais, oui, puis ensuite une bibliothèque, c'est un lieu de lecture dans le silence, c'est pas un lieu de socialisation, c'est moi ce que j'en sais. Alors ça, moi, personne s'attend à ce qu'ils gèrent la pandémie comme on gérerait un programme social ordinaire. On est dans une situation historique inédite. Nos sociétés sont pas faites pour gérer les choses de même. On fait ce qu'on veut, très bien. On demanderait, cela dit, dans les circonstances, peut-être juste un peu plus de prudence quand vient le temps d'interdire, qu'ils n'oublient jamais, puis ça j'en suis convaincu, que les soupapes sociales sont absolument essentielles, et que le prix à payer sur le plan de la santé mentale, psychologique, sur le plan affectif, sur le plan social, va être considérable si on n'autorise pas cette petite marge de liberté qui, pour l'instant, est plutôt contestée. Et toi qui es un grand lecteur, là, on dit, quand on ferme le sport, on dit on arrête le sport, les gens, là, mon Dieu, ils déchirent leur chemise, puis là, tout le monde a une opinion. Quand on ferme les bibliothèques, silence radio, tout le monde s'en fout. Oui, c'est absolument terrible. Et ça, je le note tout en passant. Le rapport au livre, dans nos sociétés, c'est presque un rapport archaïque. C'est un rapport résiduel, alors qu'en dernière instance, surtout dans une période comme celle-là, la lecture devrait être le dernier refuge de l'esprit de la liberté. Tout à fait. Vive l'archaïsme, vive le bon vieux temps. Formidable. J'accepte ces deux vivants. Merci, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Tout inclus de Vidéotron ne manque vraiment pas d'inclusion. En plus d'un appareil sélectionné inclus, on vous offre aussi un cadeau à l'abonnement à l'un de nos forfaits tout inclus. Allez-y, gâtez-vous. Des conditions s'appliquent. Vidéotron. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, je veux te lire un courriel que je viens de recevoir d'un auditeur. OK? Alors, il se prénomme Daniel. Il dit « L'effet pervers d'admettre qu'une société comme la nôtre se dise coupable de racisme systémique aurait pour conséquence d'engendrer une nouvelle pléthore de communautés victimaires qui n'auront de cesse de demander excuses et réparations monétaires ad nauseam. C'est un piège à con garanti. Il ne faut pas ouvrir cette boîte de Pandore. » Nous écrit Daniel. Eh bien, Sylvain Fortin m'a appris ce matin, mon cher Mathieu, que ça a l'air que M. Legault s'apprêterait aujourd'hui à reconnaître l'existence du racisme systémique au Québec. Ouais, la rumeur circule, mais ce qui est certain, et là, c'est que à ce moment-là, on voyait François Legault, on verra, on voyait François Legault dire qu'il pour lui, il n'y avait pas de racisme systémique. Puis là, il jouait sur les mots. Et moi, j'avais l'impression que M. Legault ne savait pas pourquoi il pensait ce qu'il pensait. C'est-à-dire, le sens commun lui disait non, c'est un concept qui n'a pas de sens, mais pour différentes raisons, on dirait qu'il avait plus ou moins pris la peine de réfléchir au fondement de la chose. On verra si c'est bien le cas aujourd'hui.
Mais ce qui est certain, c'est que le concept de racisme systémique est un concept qui ne va pas de soi, quoi qu'on en dise. Je le répète, sur la question qui nous intéresse ces jours-ci, la question des Autochtones, est-ce que les Autochtones sont victimes de racisme d'État, un racisme institutionnel, une forme d'apartheid, pour le dire comme ça, sans le moindre doute. Les Autochtones sont victimes d'un racisme institutionnel, on appelle ça la loi fédérale sur les Indiens, qui est une loi odieuse à l'échelle de l'histoire, et qui est une loi qui encore aujourd'hui s'applique dans le Canada, qui se prend pour le pays le plus ouvert et le plus généreux au monde. Premier élément. Est-ce qu'il y a du racisme au Québec? Assurément. Aucune société, soit dit en passant, n'est épargnée par ce sentiment toxique, par ce sentiment mauvais. Il est présent dans toutes les sociétés, quoi qu'on en dise. Et il s'est exprimé dans les propos des deux dames qui entouraient Joyce Echaquan au moment de ces dernières minutes, ces derniers moments. Sans le moindre doute, il y a du racisme. La notion de racisme systémique, c'est pas ça. Si on la prend au sérieux, si on la regarde, ça consiste à dire la chose suivante. Il y a des règles certaines règles universelles produisent des disparités statistiques entre les communautés et ces disparités sont révélatrices de racisme. La structure sociale serait raciste sans le vouloir et sans le savoir. Et le point final de ça, c'est que c'est une forme de paradoxe, c'est qu'on pourrait être dans une société où il n'y aurait aucun racisme, mais la société serait raciste quand même. Exemple, la loi 21. Dans la théorie du racisme systémique, on nous explique que la loi 21, parce qu'elle touche plus particulièrement certaines communautés, selon ce que certains nous disent, eh bien, elle serait raciste systémique. La loi 101, comme disait le Conseil interculturel de Montréal. Le Conseil interculturel de Montréal nous dit la loi 101, parce qu'elle institutionnalise le français et ne tient pas compte des besoins linguistiques de différentes communautés minoritaires issues de l'immigration, et il faut lutter contre le statut de la loi 101 implicitement pour lutter contre le racisme systémique. Donc, quand on embarque dans cette affaire-là, on n'arrête pas, et pour moi, c'est un problème majeur. Ça veut pas dire, et c'est ça qui est paradoxal, on relativise pas le racisme, on dit pas que le racisme c'est pas grave, on dit simplement que ce concept-là embrouille davantage la réalité qu'il ne l'éclaire. Me semble-t-il que c'est pas le gouvernement du Québec devrait être conscient de cela. Je vais faire encore l'avocat du diable pour les fins de la discussion, mon cher Mathieu. Concernant la loi 21, puis tu sais fort bien que je l'appuie énormément, la loi 21, mais bon, concernant la loi 21, en théorie, elle touche toutes les religions, mais on le sait qu'en pratique, elle ne touche pas les catholiques. Pourquoi? Parce que les catholiques n'ont pas de signes religieux ostentatoires. C'est très rare que tu vois quelqu'un se promener avec un super gros crucifix en bois dans le cou ou on n'a pas de coiffe particulière et tout ça. Donc, ils vont dire que oui, en théorie, ce n'est pas une loi qui vise une religion en particulier, mais en pratique, ça vise certaines religions et ça protège les catholiques. Non, mais c'est pas vraiment, c'est triste à dire, mais pas vraiment, parce que dans les faits, le voile, par exemple, dont on parle beaucoup, le voile fait pas partie de l'histoire éternelle de l'islam, disons ça comme ça. Le retour du voile est lié très directement à la montée de l'islamisme à partir des années 70 pour l'essentiel. Donc, ça veut pas dire que toutes celles qui portent le voile sont des islamistes, bien sûr que non, mais la généralisation du port du voile correspond à la montée de l'islamisme qui a voulu transformer le voile en étendard. Donc, ensuite, les règles publiques, les règles valables pour tous, par définition, ne peuvent pas être taillées selon les besoins spécifiques, même pas de chaque communauté, mais de ceux qui prétendent parler au nom de telle communauté. À moins qu'il n'y ait plus de choses de vie commune, à moins qu'il n'y ait plus de monde commun. Ce que nous disent les théoriciens du racisme systémique, c'est que derrière chaque norme commune, il y a la tyrannie de la majorité. Si c'est le cas, si c'est ce que croit désormais le gouvernement du Québec, qu'ils nous le disent, mais il va embarquer dans une drôle de spirale, parce que la suite, c'est le procès de toutes les lois, les lois communes. J'ajoute une chose. Quand on s'intéresse aux travaux en sciences sociales, en sociologie autour de ça, tout l'enjeu, et c'est paradoxal, ça consiste à désindividualiser aujourd'hui le racisme. Donc le racisme n'est plus un événement, mais une structure. Puis encore une structure invisible. C'est plus une doctrine
doctrine ou une attitude, c'est un espèce de climat toxique. Et moi, c'est pour ça que je le compare un peu, le racisme systémique, je le compare à la figure du bon Dieu, hein, c'est-à-dire pour les croyants voient Dieu partout et voient partout des preuves de sa manifestation et de son existence. Bon, eh ben là, on est dans la même logique. Et puis en plus, faut ajouter une chose, il y a une propagande médiatique effrayante en ce moment qui est menée autour de ce concept-là. Je lis des éditorialistes de la Pravda qui nous disent la seule raison pour laquelle Legault refuserait jusqu'ici de le reconnaître, c'est pour ne pas déplaire à une base électorale qu'on peut comprendre obtus, xénophobe et têtu. Oui. Ils sont incapables de supposer, ces éditorialistes bien pensants, ce nouveau clergé, soit dit en passant en parenthèse, vous voulez savoir ça voulait dire quoi vivre sous le clergé dans les années 50? Eh bien, vivez aujourd'hui dans l'axe Radio-Canada La Presse, c'est la même maudite affaire, cette espèce de propagande à temps plein avec l'appel à la soumission, pour ensuite l'appel à la rédemption, l'expiation, quoi qu'il en soit. On nous dit, en gros, si vous reconnaissez pas, si le PM reconnaît pas pour l'instant le racisme systémique, c'est parce qu'il veut pas déplaire à une base électorale fondamentalement xénophobe ou qui comprend pas. Ils sont même pas capables d'imaginer qu'on puisse être en désaccord rationnellement avec ce concept-là. Ils peuvent même pas imaginer que le désaccord soit légitime, rationnel et que ce soit matière à discussion. Dans un débat que j'ai eu récemment dans une émission, il y a un ancien député qui a dit que le fait que le gouvernement ne nomme pas suffisamment de personnes issues de la diversité dans les cadres de la haute fonction publique n'était pas sans lien avec le sort de Mme Echaquan. Pourquoi? Parce que en refusant d'endosser la diversité dans tout son visage, il enverrait un message négatif qui aurait comme effet indirect des propos racistes pour Mme Echaquan. Et ça, c'est du délai et en même temps, c'est déresponsabiliser les individus en disant c'est pas vous qui êtes raciste, c'est comme un climat toxique. Et là, on abolit l'individu pour faire un effet de système. Et là, c'est quand même fascinant. Donc, autrement dit, le raciste n'est plus raciste, il n'est que le symptôme d'un système qui, lui, laisse en vouloir l'être. Non, mais là, on nous dit que ça, c'est de la science. Alors, non, c'est n'importe quoi. Et Mathieu, en terminant, là, bon, si effectivement c'est vrai que M. Legault s'apprête à reconnaître l'existence d'un racisme systémique au Québec, est-ce que tu le blâmes, est-ce que tu es déçu ou est-ce que tu comprends que la pression était telle qu'il n'avait pas le choix? Moi, je suis pas d'accord. Je pense que ce qu'il nomme la pression, c'est une campagne de propagande active du complexe La Presse Radio-Canada. Bon, manifestement, et ça nous dit, soit dit en passant, où est le vrai pouvoir dans nos sociétés. Le pouvoir médiatique est beaucoup plus fort que le pouvoir politique. Faut quand même en convenir. Monsieur Legault, cela dit, on verra si c'est bien le cas, mais reste à voir la définition qu'il donnera de ce phénomène s'il le reconnaît. Et c'est ça qui est bouleversant là-dedans, parce que tout le monde convient que le racisme est odieux. Tout le monde convient que ce qui est arrivé à Mme Echaquan est absolument intolérable. Et on instrumentalise ça pour imposer un concept dans un jeu de billard qui va, en dernière instance, servir à toute autre chose. Je trouve que la discussion est bien mal partie et je reste à voir ce que M. Legault fera. Et c'est incroyable parce que si tu admets qu'il y a du racisme systémique, mais si tu l'admets pas, c'est que t'es aveugle et t'es raciste. Donc on nous oblige à admettre, sinon t'es raciste. Dans la théorie du racisme systémique, le fait de ne pas le reconnaître est un signe de racisme. Bon, alors là, autrement dit, on n'a pas le choix. C'est-à-dire, si soit on admet cette théorie-là, soit on est soi-même raciste. Bon, OK. Donc là, qu'on ait au moins la politesse de reconnaître que c'est pas ce qu'on pourrait appeler une manière de discuter, de réfléchir qui soit convenable. Donc, si tu admets le racisme systémique, donc tu vis dans un système qui est raciste, donc tu es raciste. Si tu l'admets pas, la preuve que tu l'admets pas, c'est que tu es raciste. Donc, de toute façon, tu perds sur les deux côtés. C'est encore mieux. Si tu admets le racisme systémique, puisque tu t'es toi-même délivré de tes péchés, tu te délivres toi-même, tu es une solution contre le racisme. Mais si tu ne le reconnais, si tu critiques cette théorie-là, tu es individuellement raciste parce que tu veux maintenir un ordre de privilèges au service d'une majorité blanche qui se dissimulerait derrière l'universalité libérale. Alors là, on est dans ce piège de division. Non, mais c'est un jeu de jésuites. C'est pas les jésuites les plus doués, on s'entend. Et on est pris là-dedans. C'est une querelle théologique au Québec en 2020. Jésuite, j'adore ça. Merci Mathieu. Mathieu Bocoté, bonne journée. Devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres.
Écoute, déprimé ce matin, j'étais down, mais j'ai une équipe et des invités tellement le fun et intelligents que là, je suis de bonne humeur. Ça me met de bonne humeur. D'ailleurs, parlant de personnes intelligentes, Mathieu Bock-Côté qui est avec nous. Salut Mathieu. Bonjour, ça va? Oui, et ça a l'air, tu t'es pogné avec Emmanuel Latraverse sur le racisme systémique à la Joute. Oui, mais c'était un débat fort courtois. C'est-à-dire, Emmanuel Latraverse, on peut être en désaccord avec elle, mais le débat est toujours civilisé. C'est pas nécessairement la même chose avec d'autres invités d'autres journées. Hein, je me rappelle, j'ai eu un débat récemment avec quelqu'un, je me souviens plus c'était qui, mais qui a accusé le premier ministre Legault d'être indirectement responsable de la mort de Mme Echaquan parce que il ne reconnaissait pas le racisme systémique, donc ça autoriserait implicitement des gestes comme ceux qui ont entouré la mort de Madame. Tout comme je me rappelle pas son nom, mais il nous disait aussi que le fait de faire insuffisamment de nominations de personnes issues de la diversité dans la haute fonction publique participer à la même logique que les gestes qui ont entouré la mort de Mme Echaquan. Donc, comme quoi, débattre avec certains, ça peut être bizarre, mais débattre avec Emmanuel Latraverse, c'est fort agréable. Je dirais que c'est une interlocutrice de qualité. On peut être en désaccord avec elle. Le débat reste civilisé. Écoute, avant de parler du PQ, le rapido presto, si, mettons, là, ça, c'est l'idée de Steve Fortin, s'il dit, mettons, discrimination systémique, est-ce que ça va passer mieux? Peut-être ça va passer mieux sur le plan médiatique, mais sur le plan de la réalité des concepts, si on s'intéresse au-delà, je dirais, du côté polémique médiatique, non, je pense que c'est le même concept, c'est simplement le même concept à prétention plus générale. Je pense que cette théorie de la discrimination systémique, qu'elle soit pensée comme racisme systémique ou autre, si on s'y intéresse sur le plan sociologique, c'est une théorie qui ne tient pas. Ensuite, est-ce que ces concepts sont en train de s'affranchir de leur définition sociologique, de leur définition, je dirais, conceptuelle plus rigoureuse, pour devenir des symboles politiques à manipuler dans une guerre d'images, une guerre de symboles? C'est peut-être ce qui est en train de se passer, mais je suis de ceux qui considèrent que ce type d'explication décrit mal la situation. J'ajoute une chose, ça me frappe de plus en plus. On parle de racisme systémique, mais on parle très peu de l'élément central du racisme contre les Autochtones au Canada, c'est-à-dire la loi fédérale sur les Indiens, qui, elle, est une loi d'apartheid, une loi raciste, qui devrait être abolie demain matin. C'est une loi scandaleuse. Or, les Québécois, et ça c'est le paradoxe de notre situation nationale, on veut tellement pas remettre en question aujourd'hui le régime fédéral et ce qu'il constitue, de peur d'entrer en conflit avec lui, de peur de se rappeler qu'on aurait des intérêts contradictoires avec le lien fédéral, qu'on préfère retourner contre nous-mêmes l'accusation plutôt que de formuler la critique du régime lorsqu'elle est devant nous. Donc les Québécois préfèrent, enfin une partie des élites québécoises, préfèrent s'accuser de racisme systémique plutôt que de nommer la question de la loi fédérale sur les Indiens, qui, elle, mériterait d'être plus que discuter, mais aboli. Donc ça, c'est la question des mots, elle est fondamentale. C'est-à-dire, on nous dit que bataille sémantique, non. Les mots, les concepts portent un univers de sens. Les concepts nous entraînent sur un univers politique, idéologique. Puis ça, je le redis, tous les théoriciens du racisme systémique, les militants du racisme systémique, sont ceux qui assimilaient la loi 21 au racisme systémique. Si on ne voit pas qu'il y a un jeu de billard en ce moment, qui fait qu'on prend la question des Autochtones, qui est une question à part entière, qui est une question absolument légitime, et si on voit pas qu'on est en train de l'utiliser pour ensuite dégommer la loi 21, demain peut-être s'en prendre à la loi 101 comme certains le proposent, si on ne le voit pas, c'est qu'on est aveugle au jeu politique et idéologique qui se déroule devant nous. Ouais, on veut instrumentaliser la mort de Mme Echaquan. Écoute, parlant justement de conflit entre le provincial et le fédéral, là, demain, le PQ, en fait, c'est l'élection. On connaîtra vendredi le nouveau chef du PQ. Moi, je te dis, personnellement, là, je suis pas membre du PQ, là, mais j'aime bien l'approche de Frédéric Bastien qui dit il faut confronter le fédéral et montrer justement qu'il y a un mur, les obliger à réagir par des lois et tout ça, et montrer aux Québécois, voici le plus loin qu'on peut aller là, dans le système fédéral, c'est là. Après ça, c'est toute la Constitution qui nous empêche d'avancer, et démontrer justement, à la limite par l'absurde, qu'on n'a pas notre place au Québec. Il y a des gens qui disent oh non, Frédéric Bastien, ce qu'il veut, là, c'est encore les confrontations provinciales fédérales. Ben oui, mais moi, je trouve que c'est une bonne approche, toi.
Je pense que Frédéric Bastien, dans cette course-là, a amené quelque chose d'essentiel. Il a ramené la question du régime. C'est-à-dire, trop souvent, on oublie la question du régime au Canada. On appelle ça la question constitutionnelle, puis on a l'impression que ça appartient aux temps anciens, préhistoriques de l'accord du Lac-Meech. Or, la question constitutionnelle, elle est fondamentale. Elle permet de nommer, par exemple, le gouvernement des juges au Canada. Permet de nommer l'hégémonie institutionnelle, idéologique de la Cour suprême, qui exerce la véritable souveraineté au Canada. Elle permet de nommer le multiculturalisme qui est encodé dans le régime de 1982. Elle permet de nommer une forme de domination qui ne dit pas son nom du Canada sur le Québec, donc une forme de rapport impérial maquillé en rapport fédéral. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie, j'ai eu l'occasion de décrire en d'autres temps. Je pense que c'est une stratégie qui conviendrait mieux pour un parti comme la CAQ que pour le PQ, bien pour la raison suivante. Si la CAQ, qui est un parti qui a une crédibilité, je dirais pas fédéraliste ni autonomiste, si la CAQ décide de proposer des négociations constitutionnelles, on va la prendre ça parce qu'on pense qu'elle veut réussir. Si les indépendantistes proposent des négociations constitutionnelles, disons qu'on sait d'avance qu'ils veulent que ça échoue. Donc, c'est pour ça que j'ai des réserves sur cette politique. Elle n'est pas sans intérêt. Donc, je me dis, Bastien a eu la qualité de nous sa contribution au débat, c'est de nous dire la question constitutionnelle est fondamentale, la question du régime est fondamentale. Mais je pense qu'au-delà de Bastien ou de Paul Saint-Pierre Plamondon, de Gaudreault, de Nantel, je pense que la question qui se pose en ce moment, c'est la question du rôle du PQ dans notre jeu politique. Le rôle du PQ, le rôle du Parti québécois, du mouvement souverainiste. Premièrement, à quelles conditions le Parti québécois peut-il redevenir un acteur et pas simplement le gestionnaire tranquille de sa décadence? Ça, je pense que de ce point de vue, ça implique un Parti québécois qui soit maintenant transgressif. Le Parti québécois doit sortir des codes obligatoires de la respectabilité radio-canadienne. Il doit renoncer à se faire aimer par la clique d'analystes radio-canadiens stipendiés qui sont là pour définir les termes de la respectabilité politique. Le PQ doit, ça me paraît évident, être un parti transgressif sur la question identitaire. Le PQ, quel que soit le chef qui sera élu demain, par ailleurs, doit, me semble-t-il, envoyer un signal. Si les péquistes nous disent demain soir, après l'élection, c'est parti, on va gagner, tout est formidable, l'histoire est repartie. Non. Je pense qu'un message de lucidité qui est nécessaire. Tous les Québécois le savent, et les indépendantistes en particulier savent que c'est une situation difficile en ce moment, que le projet d'indépendance, il est pas mort, mais il est pas fort. Et puis, je crois que les indépendantistes doivent avoir une parole de lucidité en disant: regardez, là, ça va mal, on le sait, mais c'est pas fini, ça peut reprendre, ça peut continuer. C'est le début de quelque chose. Puis on vous promet pas le pays rêvé dans 2 ans et demi, grâce à je ne sais quelle pensée magique ou élément de sorcellerie référendaire. Non, on sait que ça va prendre du temps, mais un peu plus de temps qu'on le souhaiterait, mais on va y parvenir. Et ça, je pense que si cet appel-là est lancé, si aussi, ça me semble fondamental, le Parti québécois est capable de récupérer tout le terrain que la CAQ est en train d'abandonner sur le plan de l'identité, sur le plan du nationalisme, parce que c'est important, ça. Tu sais, la CAQ, en ce moment, il y avait une forme de coalition à la CAQ. Il y a des éléments, appelons ça Jolin Barrette, qui nous a donné la loi 21, puis il y a les figures issues du fédéralisme, là, les Éric Girard, les Fitzgibbon, toutes ces figures-là qui sont pas des gens sans qualité, mais ces gens-là sont des fédéralistes purs et durs, des gens pour qui le nationalisme, au mieux, c'est une coquetterie sémantique et rhétorique, mais ce n'est certainement pas le cœur de leur engagement. Eh bien, quand la CAQ, peu à peu, va se laisser dominer par cette tendance-là, comme on le voit déjà sur la question linguistique, eh bien là, je crois qu'il va y avoir un espace qui va se dégager pour le PQ. Puis si en plus on voit Québec solidaire qui se replie sur son noyau de gauche radicale, la QS va chercher à gagner l'électorat nationaliste de gauche péquiste, et là QS se replie sur son noyau de gauche radicale, il y a un électorat qui aux prochaines élections peut permettre au PQ de renaître, de revivre. Mais pour ça, je le redis, il va falloir que le PQ joue selon d'autres cartes et une autre stratégie que celle de la respectabilité obligatoire. Ben c'est ça, et aussi le PQ, là, il faut aussi qu'ils prennent conscience que frôler la mort, là. Donc il faut qu'on sente que le PQ veut changer, arrive avec quelque chose de nouveau. Et là, moi j'ai peur que si on vote pour M. Gaudreault, ben c'est un peu, là, on va c'est la continuité. Là. On sent pas que le PQ a failli mourir. Là. C'est comme on continue dans le même chemin, put, là.
Oui, je pense que c'est la marche funèbre avec Sylvain Gaudreau. Je le dis, c'est un homme de qualité. Je pense que tout le monde en convient. Mais c'est la marche funèbre. C'est presque la marche de Chopin, mais c'est nous sommes heureux et nous débordons de joie. Bon, autrement dit, on se fait croire que ça va bien. Les paroles disent une chose, mais la chanson en dit une autre. Et j'ai l'impression que là, ce qui se passe, c'est qu'avec M. Gaudreau, c'est la marche tranquille et la marche tranquille et fière vers la tombe. Et me semble-t-il que les autres candidats ont au moins la vertu de marquer une rupture. La continuité pour le PQ, c'est le sort qui fut autrefois celui de l'Union nationale. Donc là, ensuite, reste à voir qui a la capacité parmi les autres candidats de porter cette rupture. Et ça, je pense que de ce point de vue, puis au-delà même, cette fois-là, des candidats, la qualité de cette course-là, la qualité des réflexions, la qualité des débats, la qualité des propositions des candidats était très réelle. Donc, on va voir pour la suite, mais tout n'est pas joué. Ce n'était pas une course crépusculaire au PQ, c'est une course qui avait du sens, c'est une course qui pouvait donner quelque chose. On va voir demain soir c'est quoi le résultat, mais il n'est pas interdit de penser que le PQ, plutôt que d'être un zombie, puisse être ressuscité. Est-ce qu'il y a 2 tours? Parce que ça aurait été bien 2 tours, parce qu'une fois là, que Bastien éliminé et Nantel éliminé, oui, mettons... Oui, il peut en avoir 3, en fait. Okay. C'est-à-dire, il y a de premier choix, deuxième choix, troisième choix. Donc, les Français ont cette formule. Souvent, au premier tour, on choisit. Au deuxième, on élimine. Exactement. Donc, au premier tour, on marque sa préférence. Au deuxième tour, on se dit, lui, j'en veux pas. Puis lui, ça me va. Lui, ça passe. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de péquistes en ce moment font de tels calculs, une telle réflexion, ce qui est nécessaire. Et la question est de savoir est-ce que ça va se rallier ensuite. Et ça, j'ai vérifié. Je connais un peu ce parti. J'ai lâché des coups de fil, ainsi de suite. Le ralliement, je pense, c'est le sentiment dominant, mais c'est pas le sentiment exclusif. C'est-à-dire, il y en a qui disent si c'est Nantel, je veux pas. Il y en a qui disent si c'est Gaudreau, je veux pas. Il y en a qui disent si c'est Bastien, je veux pas. Si c'est PSPP, je veux pas. Donc, on trouve des gens pour dire chacun non, je ne veux pas, mais je crois que globalement, le sentiment, ça va être le ralliement. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon et Guy Nantel vont rester au PQ s'ils ne gagnent pas? Parce que j'ai l'impression, eux autres, c'est la chefferie qu'ils veulent ou rien. C'est l'impression que j'ai. Mon sentiment, mais ça c'est un pur sentiment, là, j'ai pas eu l'occasion de leur poser la question, c'est que ils sont engagés. Pour ce qui est de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un engagement politique durable qu'il nous propose. Pour ce qui est de Bastien, il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Il le dit, il s'est engagé. Pour ce qui est de Sylvain Gaudreau, c'est un parlementaire, donc je l'imagine mal renoncer à son siège. Est-ce qu'il va devoir siéger comme indépendant plutôt que de quitter parce qu'il voudrait quitter le PQ s'il n'est pas chef? Bon. Pour ce qui est de Nantel, c'est peut-être le cas le plus hasardeux parce qu'il s'est présenté comme un homme providentiel qui allait sortir le Parti québécois du marécage et lui permettre d'atteindre le ciel doré de la Renaissance. Moi, je suis convaincu qu'il va être chef ou rien, lui. C'est ça, mais est-ce qu'il est capable de s'engager en politique durablement? On peut l'espérer. Hein. Guy Nantel, c'est une fois qu'on peut critiquer certaines de ses affaires, c'est un homme de qualité, c'est un homme intelligent, il maîtrise la rhétorique, c'est un homme avec une vraie culture. On ne peut que souhaiter que son engagement soit durable, mais reste à voir ensuite s'il en a envie. C'est le drame pour certains qui veulent être chef ou rien. Merci, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Puis tiens, Achille te met une petite musique en sortant. Merci, bonne journée, Mathieu. On écoute ça. Allez, au grand plaisir. Sur 5 ans devient un plan sur 5 jours, vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, un petit aparté, Mathieu, en ouvrant notre conversation, en débutant notre conversation, il y a un autochtone du Nunavik qui a reçu une sentence de 4 ans de prison pour avoir battu sévèrement sa conjointe. Et la juge qui lui a donné cette sentence dit qu'il y avait trop de cas de violence conjugale dans les réserves autochtones, surtout au Nunavik. Dit que c'est un problème. Est-ce qu'on pourrait parler de, je sais pas, de sexisme systémique? De misogynie systémique dans les réserves? Alors là, tu m'apprends ce cas, tu m'apprends cette situation. Donc je me garderai, je lirai sur la chose avant de me prononcer. Cela dit, je me contenterai d'une phrase générale mais qui me semble pertinente. On a quelquefois la tentation
c'est un peu bizarre de réduire toujours le mal à certaines communautés. Le mal, c'est l'oppresseur, et l'oppressé ne porte jamais de mal en lui. Alors moi, j'ai tendance à dire que le mal, les passions les plus basses, la violence, habitent le cœur de chaque être humain, quelle que soit sa culture, habite chaque culture, et chaque culture porte aussi en elle, par ailleurs, un potentiel de beauté. Tout ça pour dire qu'aucune communauté humaine est à l'abri du mal ou de la violence. C'est ce que m'inspire ce que tu me dis là, mais je lirai davantage sur ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ajouterais en disant autant ça serait malvenu de dire dans les réserves autochtones, il y a vraiment un problème de sexisme systémique, autant de dire qu'au Québec, il y a un problème de racisme systémique. C'est aussi grossier, selon moi. Bref. Les accusations collectives sur une culture, c'est toujours un peu rapide, mais ça passe toujours mieux quand c'est à l'endroit des sociétés occidentales, ça, il n'y a pas de doute. Tout à fait. Mathieu, tu veux nous parler d'un livre? Tiens, j'ai appris la sortie de ce livre-là par ton message, La haine en ligne de David Doucet, qui vient de sortir en France. Je ne connais pas cet essai. Est-ce que c'est un essai québécois? Non, c'est un livre français. Oui, okay. Le nom peut prêter à confusion. Doucet est un nom qu'on connaît des deux côtés de l'Atlantique. Alors, David Doucet, chez Albin Michel, La haine en ligne, c'est un ouvrage qui s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler aux tentatives d'exécution virtuelle, à la haine en ligne, le titre est assez clair, à la cancel culture, comme on dit aussi aujourd'hui, ou à la culture du bannissement, qui s'intéresse, autrement dit, au déferlement de propos haineux qu'on peut voir sur Internet contre celui qu'on pourrait appeler le bouc émissaire du jour, le salaud du moment. C'est un livre qui s'intéresse, on pourrait le dire autrement, à la peine de mort sociale telle qu'elle s'exerce aujourd'hui contre celui qui passe dans le viseur, dans la cible du troupeau haineux, qui peut se jeter sur n'importe qui, de gauche comme de droite, musulman comme catholique, libéral comme conservateur. On peut toujours, on est devant cette espèce de phénomène de meute, ces phénomènes de lynchage en ligne, ces phénomènes de lapidation virtuelle. Et David Doucet, qui a lui-même connu un épisode comme celui-là, il part de cet épisode-là, cherche à voir ensuite, en faisant son enquête, les différents visages aujourd'hui de cette haine sur les réseaux sociaux, qui n'est pas un élément secondaire, mais qui est un élément constitutif de l'époque aujourd'hui, parce qu'il suffit que le troupeau, que la meute se jette sur quelqu'un pour, d'un coup, en l'espace de quelques jours, de quelques heures, briser son existence par la mise en scène d'une indignation médiatique généralisée. Tout le système embarque, la réputation est gâchée, la réputation est ruinée, et en l'espace de quelques heures, de quelques jours, un homme qui avait une vie, une situation, peut se voir jeté par terre. Alors c'est intéressant parce que lui-même a participé, le type est conscient d'avoir gaffé. C'est-à-dire, quand on a connu l'épisode de la Ligue du LOL, là, c'était en début 2019, lui avait participé à ça des années auparavant, et puis il est assez pénitent en disant, j'étais un jeune con qui allait trop loin. Et là, la question remonte à la surface. Il est pénitent, il dit, franchement, j'aurais pas dû participer à tout ça. Mais là, quand ça arrive dans l'actualité des années plus tard, eh bien, il voit sa vie presque jetée par terre, broyée en un tout petit laps de temps. Ce qui est intéressant aussi à travers ça, donc il mène sa petite enquête, c'est de voir comment aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler le droit à la réputation numérique est fondamental. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il suffit quelquefois d'un bout de phrase, d'un bout d'émission, d'un tweet, d'un message Facebook, d'une citation mal reproduite pour transformer la vie d'un homme de manière infernale, qui pourrait même, à partir d'un tweet, se retrouver quelques jours ou quelques semaines après avec une manifestation devant chez lui pendant une grève étudiante, par exemple. Alors, on se retrouve, autrement dit, le virtuel déborde dans le réel. Le virtuel, en fait, n'est plus séparé du réel. C'est une extension du monde réel. C'est même pour plusieurs le premier monde réel. C'est fascinant. Aujourd'hui, plusieurs personnes vivent d'abord accrochées à leur écran. C'est ça leur première réalité. Mais on doit s'adapter dans nos sociétés à ce pouvoir tyrannique qui est celui, appelons ça, des tyrannos des réseaux sociaux. Et le philosophe René Girard a passé sa carrière finalement à réfléchir sur le thème du bouc émissaire. Et ce qu'il disait à travers ses ouvrages, c'est que lorsqu'une société a des dissensions internes, lorsqu'une société est en train de perdre sa cohésion, il y a des chicanes à l'intérieur, il y a des cracks qui se fait dans la société, on nomme un bouc émissaire, c'est-à-dire un ennemi commun pour soudainement ressouder la société ensemble. Il
il prenait des exemples un peu partout. Est-ce que lui, il explique ça comment, lui, David Doucet, ce phénomène-là? Alors, il voit cette logique du bouc émissaire fonctionner, se déployer avec grande violence. Et ce qui le frappe aujourd'hui, lui, c'est que c'est comme une forme de besoin de violence qui doit se canaliser, mais qui il ne pousse pas d'enquête sociologique sur le fond des choses, la théorie du bouc émissaire en tant que telle très loin. Mais ce qu'il cherche à voir, c'est que ce besoin de violence, ce besoin de pendre, ce besoin de liquider, ce besoin d'exécuter, il est présent et il s'exprime de manière anarchique, pourrait-on dire aujourd'hui. Tu parlais de René Girard. Chez René Girard, on le sait, il y a un moment central dans l'histoire du monde, c'est le christianisme. Pourquoi? C'est la figure du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ, nous dit René Girard, qui était lui-même un chrétien, devient le bouc émissaire qui vient racheter les peines de l'humanité pour délivrer à jamais les sociétés de la tentation du bouc émissaire. Et ça, c'est un point de vue très, très riche, parce qu'il nous dit, autrement dit, est-ce qu'il marque une rupture dans l'histoire du monde entre l'avant, c'est-à-dire la violence anarchique qui a toujours besoin d'un bouc émissaire, et l'après, la capacité pour les sociétés de se délivrer de la figure du bouc émissaire, puisqu'on l'a eu une fois pour toutes. Nos sociétés sont un peu moins chrétiennes aujourd'hui. Se pourrait-il que le rapport au bouc émissaire ne soit plus le même? Roger Scruton, qui est un philosophe dont j'ai déjà parlé, j'ai reçu à mon émission en début de semaine un jeune intellectuel qui consacre ses études à Roger Scruton, disait, au 20e siècle, les idéologies totalitaires ont eu besoin du bouc émissaire aussi. Pour le communisme, le marxisme, c'était le bourgeois, le capitaliste à haute forme. Pour le nazisme, c'était le juif. Et là, on peut dire, aujourd'hui, ce serait intéressant de se demander qui sont les boucs émissaires dans la société présente. Roger Scruton nous disait, le bouc émissaire aujourd'hui, c'est l'homme blanc hétérosexuel. Ben oui, de 50 ans et plus. Ça, c'est pire que tout. Pascal Bruckner sort ces jours-ci un livre où il défend cette thèse. Il serait intéressant de savoir si dans notre société, la figure du bouc émissaire existe encore, et si oui, à quoi ressemble-t-il? On se souvient, on a tous vu ces photos là, dans la Chine de Mao où on prenait quelqu'un là, puis il devait rester debout sur une chaise avec vraiment autour du cou un écriteau décrivant les crimes qu'il avait commis contre le régime de Mao, et les gens passaient devant lui crachaient au visage et tout ça. C'était comme un genre de bouc émissaire aussi. On fait exactement la même chose aujourd'hui, mais par le virtuel. Absolument, puis ça déborde du virtuel. Moi, ce qui me fascine aujourd'hui, puis ça d'ailleurs, je consacre à tout ça ma chronique dans le Figaro demain, c'est quelque chose que je trouve fascinant, c'est l'auto-accusation. Ça nous fait penser au livre Le Zéro et l'Infini de Kessler, c'est-à-dire, en gros, lorsque le régime désigne un coupable, il doit, puis aussi le cas c'est la révolution culturelle de Mao, on doit soi-même s'accuser, on doit être encore plus sévère que l'accusation, on doit ensuite, et ça c'est les rituels, aujourd'hui, quelqu'un qui, par exemple, va pécher contre le concept de racisme systémique, on l'a vu avec Stockwell Day au début, au mois de juin, Stockwell Day avait des paroles, pas particulièrement éclairé sur sa jeunesse, mais ensuite il critiquait le concept de racisme systémique. Et bien là, il tombe. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Lui-même s'excuse. Il dit qu'il n'a pas tenu compte suffisamment de la sensibilité de certaines minorités. Il va aller s'informer et s'éduquer auprès des minorités pour être capable enfin de sortir de son ignorance, et il espère devenir un allié repentant tout en sachant qu'il sera toujours marqué à jamais par le racisme. Et ça, cette espèce de structure d'excuses, elle est récurrente aujourd'hui. J'ajouterais même une chose, il y a des gens qui s'accusent à l'avance de peur d'être accusés un jour. Ça, on le voit on le voit sur toujours sur la question du racisme systémique. Ceux qui disent, j'étais auparavant dans l'ignorance de mes privilèges, mais j'ai pris conscience de mon privilège blanc, et aujourd'hui je me critique, je vais voir mes amis racisés, je leur demande de m'éclairer, mais je sais que je serai jamais complètement délivré de mon péché. Oui, Mathieu, même si tu t'accuses toi-même, tu vas quand même être condamné. Ça me fait penser à l'Inquisition espagnole où on te disait, on te prenait, on t'assoyait sur une chaise pour te torturer, et on disait, est-ce que tu es possédé par le diable? Si tu disais non, on allait t'envoyer au bûcher. Si tu disais oui, on t'envoyait au bûcher quand même. Donc, oui, non, mais c'est comme la théorie du privilège, de la white fragility, la fragilité blanche de Robin DiAngelo, qui dit que si vous dites que vous êtes raciste, c'est que vous êtes raciste. Puis si vous dites que vous n'êtes pas raciste, c'est la preuve que vous l'êtes encore plus, parce que vous n'êtes même pas confiant de l'être. Mais ça, c'est génial, ce genre de théorie. Ce qu'on dit en français, c'est que face, il gagne, pile, tu perds.
Oui, non, mais non, c'est exceptionnel, cette affaire-là. Moi, j'adore ce type d'explication-là. C'est comme l'explication de la psychanalyse. C'est-à-dire, si vous croyez pas avoir besoin de psychanalyse, c'est bien la preuve que vous en avez besoin d'une. Ah bon, ben, on n'en sort jamais. Et ça nous montre toute la rigueur de ce que j'appelle une version, une contrefaçon de sciences sociales. Oui. Alors, retour au livre de Doucet, qui est une enquête journalistique à partir d'une expérience biographique. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il cherche à voir, à travers différents cas relativement récents, les figures de cette haine en ligne. Il s'intéresse, par exemple, à celui qu'on avait appelé le Star Wars Kid, qui avait subi de tempête médiatique mondiale pour ses frasques au sabre laser. Il s'intéresse à des cas, d'autres cas de différentes tendances, puis il cherche à voir comment ensuite les gens cherchent, dans la mesure du possible, à se reconstruire après avoir subi une telle tempête. Je ferai un lien, si tu me permets, s'il me reste 15 secondes, avec un autre livre, mais lui qui est paru fin 2019, de Gilles Freyer, qui a pour titre « Dénoncer et bannir ». Lui, il a été accusé, c'est un professeur de cancérologie à Lyon, il a été accusé dans un procès complètement grossier de racisme, sexisme et tout ça, et des complices de Big Pharma. Bon. Et dans un journal, là, ça a fait un gros scandale, mais tout cela était absolument grossier. Il s'est tenu debout, il s'est pas couché, il s'est tenu droit, il a dit non, il n'a pas accepté de plaider coupable à des accusations grossières. Eh bien, quelques mois plus tard, un rapport des autorités lavait complètement son honneur en disant que les accusations étaient grossières et absolument inacceptables. Comme quoi, en la matière, la dissidence, ça passe par le courage d'un homme à la fois. Mais qui se tient debout maintenant? Qui se tient debout? Ben, comme dirait l'autre, il y a aujourd'hui une carence de colonne vertébrale. C'est un des graves problèmes, mais je crois que c'est une espèce d'éthique de l'honneur. Hein. Je comprends quand on a une tempête qui nous tombe dessus sur les médias sociaux, c'est jamais agréable. Ça, qui aime se faire vomir dessus par des centaines de personnes en l'espace de quelques heures? Mais le conseil qu'on peut donner à ceux qui se font vomir dessus comme ça, c'est simplement tenez. Si vous avez votre compagne ou votre compagnon, si vous avez quelques amis, si votre patron vous soutient, si à travers tout ça, eh bien, dites-vous que ça va. Si votre patron vous soutient, parce que ces gens-là, souvent, là, on l'a vu, là, tu te fais laisser tomber là, du jour au lendemain. Cherche à faire congédier. Ben oui. Cherche à faire congédier. C'est la nouvelle stratégie. C'est comment pouvez-vous conserver dans votre entreprise quelqu'un qui a de telles valeurs ou de tels propos. Mais si on est capable, me semble-t-il, de se tenir, de ne pas se coucher, de ne pas s'auto-accuser, de ne pas rajouter dans l'excuse pénitentielle, surtout si on n'a rien fait. Si on a fait quelque chose de mal, il faut s'excuser, évidemment. Mais si on n'a rien fait, qu'on est simplement victime d'un procès idéologique, qu'on tienne, qu'on ne se couche pas, qu'on ne lèche pas le plancher, et au bout de quelques jours, de quelques heures, on va en ressortir certainement un peu blessé, mais finalement plus fort parce qu'on aura résisté à la tempête. Je dis pas que c'est agréable, je dis que c'est la seule posture à avoir devant de tels déchaînements de haine en ligne. Tout à fait. Merci. Donc, un livre à lire là, au cours de ce week-end de 3 jours, La haine en ligne de David Doucet. Bon week-end, Mathieu Bocoté. Merci. Au grand plaisir. Bye bye.